Donc, Philippe Caparros, je suis le gérant, enfin, et le fondateur de la société Expansia. Moi, je suis consultant en tourisme depuis toujours, en fait. Donc, j'ai un DEA en économie et en droit du tourisme et un doctorat en économie à la fac d'Aix-en-Provence. J'ai été salarié dans plusieurs boîtes pendant une douzaine d'années en tant que consultant junior. Et notamment, j'ai passé 9 ans chez Détente Consultant. J'ai pris la succession de Rémi Charousset qui partait de chez Détente quand moi j'y arrivais. Donc c'est pour ça qu'on se connaît de longtemps avec Rémi. Et puis après, en 99, je me suis mis en indépendant pour faire le même métier. Donc depuis 99, voilà, je suis consultant indépendant et j'ai eu un épisode avec un ancien de Détente et un ancien de Grévin Développement, Thierry Coltier et Stéphane Durand. On a créé une société de conseil tourisme qui est très très vite montée en charge en 2005. Donc on a créé Canopé qui est devenu Horvat HTL France et qui aujourd'hui a été vendu par mes anciens associés à Aegis et ça s'appelle Voltaire by Aegis maintenant la société. Donc j'en ai été un des fondateurs et directeur général pendant 8 ans et puis après j'ai vendu mes participations en 2014. Et donc, depuis 2014, je suis toujours en indépendant. Donc, j'interviens, moi, sur tout ce qui touche au temps libre, tourisme, loisirs, culture, un peu de sport, mise en valeur du patrimoine. Et je travaille beaucoup en réseau avec pas mal de gens. Pour ce qui touche à l'urbanisme et à l'aménagement, beaucoup, je sous-traite ou je co-traite avec Citadia, CETEC Organisation. Odyssée. C'est là que j'interviens sur des projets d'aménagement que je vais vous présenter là. Donc, je fais des stratégies touristiques aussi de territoire, de la commune à la région, et puis des études d'assistance à maîtrise d'ouvrage et de faisabilité pour des projets touristiques. Ça peut être de l'hébergement, ça peut être un musée, ça peut être un parc récréatif. Enfin, c'est extrêmement varié. Voilà, j'ai dû faire à peu près entre 350 et 400 missions depuis le début de ma carrière dont un peu plus d'une centaine en stratégie de développement touristique et enfin développement territorial, et le reste, de l'étude de projet, quoi. Voilà. Bon, je vais vous parler de deux sujets. Le premier, donc, c'est l'étude de recomposition spatiale littorale pour l'adaptation du recul du trait de côte à Saint-Jean-de-Luz. Donc, c'est une mission dont le mandataire est CETEC Organisation. Il y a dans l'équipe plusieurs, plusieurs autres entreprises, les Marneurs qui sont des paysagistes et des urbanistes, hein, qui sont basés à Marseille. Il y a aussi Hydratec qui a fait des simulations sur le recul du trait de côte. Et puis il y a Pinta, avocat, qui a travaillé sur toutes les problématiques d'indemnisation, de relocalisation d'activités, etc. Toute la partie, donc la mission est encore en cours. Il y avait trois étapes. Donc, un diagnostic pour ce qui me concerne de l'hôtellerie de plein air, mais c'est un diagnostic global, hein, urbain, paysager, habitat, tout ce qui concerne en fait la zone littorale. Ensuite, la deuxième phase qui est en cours, là, c'est définition des enjeux et des orientations d'aménagement. Et puis, en phase 3, on va développer un ou deux scénarios. Probablement, ça va être des scénarios. On est en train de travailler sur les plans de guide là, mais c'est des scénarios. Plutôt que de faire des scénarios contrastés, on a fait des scénarios dans le temps avec l'adaptation à 2035, à 2050 et puis à 2100. Mais il n'y aura que deux scénarios, 2035 et 2050. Donc, moi, j'ai un petit budget là-dessus, mais c'est un gros dossier je crois que c'est à 130 ou 140 000 euros au total pour l'ensemble du groupement. Bon, comme vous le savez, le trait de côte se dégrade beaucoup, en particulier au Pays Basque, sur la façade atlantique, mais aussi beaucoup sur la Manche et une partie de la côte d'Albâtre, enfin en Normandie, hein, où là, il y a déjà des choses qui bougent beaucoup, hein. À certains endroits, sur la Manche, là, du côté de Coutainville, etc., il y a un recul d'à peu près 1 mètre par an du trait de côte. C'est moins important
Sur le Pays Basque, on est entre 50 à 60 centimètres, mais ça fait déjà tomber un certain nombre de falaises. Et voilà, donc il y a beaucoup d'activités touristiques qui sont sur le littoral qui sont impactées par ce phénomène naturel. Le BRGM a fait des simulations à 2043 sur le retrait du trait de côte. Et on se rend compte en regardant les cartes, vous allez voir un peu plus loin, là, la carte que je vous ai mis derrière, euh, que, que tous les restaurants, les bars qui sont au bord de la mer, au bord ouais, de l'océan, ils sont menacés. La station d'épuration aussi, et il faut carrément l'arrêter et la reconstruire en zone rétro-littorale. Euh, et donc, la collectivité, déjà depuis longtemps, hein, réfléchit à voir comment on peut trouver un peu des mesures compensatoires pour adapter l'offre et l'économie touristique. Ce qu'il faut savoir quand même, c'est que 80% de la capacité d'accueil du Pays Basque, qui est un grand territoire en hôtellerie de plein air, est sur le littoral, et que Saint-Jean-de-Luz, à lui tout seul, c'est un peu plus de 50% de la capacité d'accueil en hôtellerie de plein air de l'ensemble du littoral du Pays Basque, hein. Donc les enjeux économiques sont quand même énormes. L'autre objectif du projet partenarial d'aménagement qui a été signé avec l'État et, euh, et l'Interco euh, vise aussi à déployer des mobilités durables, justement, sur le front de mer, parce que il y a, par exemple, la Vélodyssée, ben, entre Guétary et Saint-Jean-de-Luz, il y en a une partie qui est déjà partie à la mer, donc qu'il faut réinitialiser. On a donc les équipements d'intérêt général comme la station d'épuration qui sont menacés. Il y a aussi un jardin botanique qui est juste à côté de la station qui est menacé. L'idée aussi, c'est de reprendre un peu la démarche pour avoir une approche paysagère et une protection des milieux plus importante parce qu'on est sur le littoral, donc il y a une forte urbanisation et ça grignote petit à petit les espaces naturels du territoire. Et puis après, avec les nouveaux outils proposés par la loi Climat et Résilience, ça me concerne moins, de voir comment on peut utiliser les nouveaux outils qui sont mis à disposition par rapport notamment aux stratégies foncières qu'on peut faire pour relocaliser les activités. Donc là, vous avez en fait le secteur sur lequel on intervient. Donc c'est pas le centre-ville de. Vous voyez, c'est le périmètre qui est en blanc, hein, le PPA, le plan partenarial d'aménagement. Donc ça ne concerne pas le centre-ville parce qu'il y a une autre problématique qui est en cours sur le centre-ville. Et donc moi, ce qui me concerne, ça se fait sur les trois plages là que vous avez, Héromardi, La Fitenia et Mayarco, où vous avez en vert là, tous les établissements d'hôtellerie de plein air. Donc vous voyez que il y en a quand même pas mal, hein. Au total, il y a une douzaine de campings sur le territoire et il y en a 8 qui sont soumis au retrait du trait de côte. Euh, Vous avez là, avec le bleu ciel, la simulation du retrait du trait de côte à horizon 2043. Donc, vous voyez qu'il y a déjà des campings, il y en a certains qui vont carrément partir à l'eau, hein. Là, il y en a un qui va disparaître. Et puis, vient se greffer à ça des problématiques de submersion marine, essentiellement sur le secteur de Héromardi. Et puis des problèmes aussi d'inondation et de risque d'inondation sur le secteur. Donc vous voyez que, notamment sur ce secteur-là des Romardies, les campings sont très très menacés. Il y en a un, le camping du bord de mer, qui a déjà perdu une vingtaine d'emplacements et à horizon 2035, il va disparaître complètement. Vous en avez un autre aussi sur la pointe, là, qui s'appelle l'hôtel Playa, qui est fermé maintenant. Il y a eu une fermeture administrative. Et celui qui est à côté, qui s'appelle l'Interplage, qui, à horizon 2035, aura complètement disparu. À horizon 2050, les campings qui sont situés sur le secteur Mayarco, là, ils vont perdre, pour certains, entre 20 et 30%, et pour d'autres, ils vont perdre la totalité parce que, ils n'auront plus d'accès depuis les routes, puisque les routes du littoral seront vraiment abîmées. Donc, pour travailler sur ce sujet-là, moi j'avais plusieurs étapes, hein. La première, c'est analyser la contribution de l'hôtellerie de plein air au niveau économique à l'attractivité de la destination, à la fois la station de Saint-Jean-de-Luz et la côte basque.
faire un diagnostic complet des campings et des commerces qui sont menacés, euh, et avoir une estimation des impacts et des enjeux à horizon 2035, 2043, à horizon 2043 et 2000, et 2100, identifier un peu les modalités qu'on on peut faire évoluer les établissements qui vont perdre du foncier, et puis après, derrière, contribuer au plan guide qui va être réalisé par CETEC et les Marneurs par rapport à ces problématiques-là. Donc, au niveau des travaux, ce que j'ai fait, c'est dans un premier temps une analyse documentaire, des entretiens avec l'Office de tourisme, la communauté d'agglo du Pays Basque, le GIP Littoral, la région Nouvelle-Aquitaine, l'Agence départementale du tourisme du 64. On a fait une base de données pour décrire un peu toute l'offre en matière d'hôtellerie de plein air et en particulier celle qui était sur Saint-Jean-de-Luz. Un panorama aussi de l'évolution du secteur de l'hôtellerie de plein air en France, avec la question des chaînes, les campings nature, les campings euh, qui sont plus des villages clubs maintenant avec beaucoup de mobil-homes ou d'habitations légères de loisirs. Donc, la France en général sur les concepts, un focus sur le littoral basque et puis après rentrer plus dans le détail sur Saint-Jean-de-Luz. Donc, j'ai fait une enquête en face à face auprès des 8 campings qui sont concernés. Et il y avait 6 restaurants aussi, des restaurants de plage qui sont concernés, dont certains vont disparaître à très court terme là. Ensuite, une estimation de l'impact du retrait du trait de côte sur la capacité d'accueil, c'est-à-dire à 2035 et à 2050, combien on perd d'emplacement et bah, quel va être l'impact sur le chiffre d'affaires de chacune des entreprises, sur la fréquentation et donc l'impact économique global des dépenses de consommation des touristes sur la station pour voir ce qu'ils vont perdre, les pertes aussi en termes de taxes de séjour, puisqu'on diminue la capacité d'accueil. Et puis aussi, ce qui était important de regarder, c'était la, la capacité des campings qui auraient été un petit peu, euh, qui auraient perdu de la capacité d'accueil, de voir s'ils étaient encore capables de fonctionner ou si on était en dessous des seuils de rentabilité et où on risquait une disparition totale des établissements. Donc ça concerne 2 établissements qui vont disparaître complètement, comme je vous le disais. Et il y en a 2 autres qui vont être fortement impactés, qui vont perdre quasiment 50% de leur capacité d'accueil. Et donc, on va être en dessous des seuils de rentabilité et en dessous des possibilités qu'ils ont aujourd'hui d'avoir du mobil-home. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le chiffre d'affaires d'un emplacement avec un locatif, ça peut être mobil-home, ça peut être un chalet, ça peut être un lodge ou je sais pas quoi, ou une tente aménagée. Le chiffre d'affaires des emplacements locatifs, il est en moyenne en France 4 fois supérieur à celui d'un emplacement nu où vous venez avec votre caravane, votre camping-car ou votre tente. Donc évidemment, les entreprises de camping, ce qu'elles veulent, c'est maximiser le chiffre d'affaires et donc mettre un maximum d'habitations légères de loisirs sur les campings. En dessous d'un certain seuil, c'est plus rentable en fait. Et en plus, il y a une règle qui est spécifique au PLU de Saint-Jean-de-Luz qui fait qu'on ne peut pas avoir plus de 50% de mobil-home sur les emplacements de camping. Donc, ceux qui vont perdre des emplacements, ils vont perdre des emplacements nus parce qu'ils sont les plus proches du rivage. Et donc, automatiquement, ils vont être obligés de diminuer leur nombre de mobil-homes, de restructurer les campings, et pas sûr qu'ils le fassent, et donc risque de disparition totale euh, du, c'est à peu près 80 millions d'euros les dépenses des touristes qui viennent au camping à Saint-Jean-de-Luz. C'est plus de 20 millions d'euros de chiffre d'affaires pour les campeurs, pour les campings. Et c'est à peu près 80 000 euros de taxes de séjour. Donc vous voyez que l'impact, il est quand même assez énorme. Autre point aussi, c'est que j'ai fait un benchmark de l'offre de camping pour voir comment on peut faire évoluer les campings avec des mobil-homes vers des campings nature. Donc j'ai fait un petit benchmark sur une dizaine de réseaux et de chaînes existantes pour voir les modalités et aussi voir les modalités de création de nouveaux campings. Aujourd'hui, c'est très très difficile de créer de nouveaux campings et donc l'évolution du secteur, elle se fait on récupère des anciens campings, des campings municipaux, etc. On les agrandit, on les modernise, mais il n'y a plus de création, quasiment plus, 4 ou 5 par an seulement en France de camping. Et donc là, la phase qui est en cours, c'est comment on va faire concrètement pour transformer les établissements existants pour les rendre et continuer à les rendre rentables, ou alors éventuellement les relocaliser dans l'arrière-pays
ou en zone rétro-littorale. Ça, c'est compliqué parce qu'il y a des problèmes de foncier sur ce territoire. Et donc, la stratégie foncière par rapport aux entreprises touristiques arrive en concurrence avec celle du logement et celle des zones d'activité, du commerce, etc. Et donc là, on est vraiment dans un sujet qui est extrêmement complexe. Et en plus de ça, plus on va mettre les campings à l'intérieur des terres, moins ils seront sexy pour les clients qui, eux, veulent pouvoir aller à la plage à pied en claquette. Bon, voilà, en gros, est-ce que j'ai dépassé le temps? Non, presque pas. Donc, voilà, en gros, le contenu de la mission. Ce qu'il faut retenir de cette mission, c'est que on a quelques campings de chaîne, hein, il y en a deux ou trois, pardon, mais on a surtout en fait des campings familiaux où c'est la quatrième génération aujourd'hui de familles qui, à la base, étaient des agriculteurs parce que c'était des terres agricoles où il y avait ces campings. À la base, étaient des agriculteurs et qui ont transformé ça en camping. Donc, on est vraiment sur des entreprises familiales. Il y a même plusieurs propriétaires qui habitent leur maison, leur résidence principale, et sur le terrain de camping. Donc, ces gens-là, en fait, ce foncier-là, c'est leur retraite, c'est leur assurance retraite. Et donc, le fait qu'ils perdent cette activité, qu'ils seront certainement pas indemnisés, que la valeur de leur fonds de commerce ne vaudra que dalle au moment où ça va commencer à tomber, en fait, ils perdent tout. Et au-delà du simple argument financier et économique, il y a aussi la composante affective qui rentre en ligne de compte sur ces terrains-là. Et moi, j'ai vu des gens vraiment en détresse par rapport à cet ensemble de choses auxquelles personne ne peut rien, mais auxquelles ils vont être confrontés au moins jusqu'en 2050. Voilà, sur le premier cas, vous voulez qu'on fasse une petite pause Ouais, moi je trouve intéressant peut-être qu'on réagisse un peu aussi sur, tu vois, un peu au fur et à mesure. On verra après comment les cas rebondissent de l'un vers l'autre, ouais. peut-être. Je vais départager là. Mhm. Arrêtez Non, le mais partage. garde ton plan peut-être, non? Enfin bon, écoute, c'est pas Moi, c'est grave. comme vous voulez, hein, je peux le remettre. Ouais. Voilà. Je le remets. Voilà. Parce que là, en fait, dans le principe d'intervention, là, tu travailles l'évolution de l'offre en fonction de cette contrainte de changement majeur du trait de côte, c'est ce que Mm. tu dis. Oui. Euh, Vous n'êtes pas encore dans des stratégies de relocalisation, ou alors, en fait, ce que tu disais là à demi-mot sur ta conclusion, c'est que finalement, euh, il y a enfin, une entrée foncière qui est tellement forte et sur les propriétaires que c'est même pas envisageable, c'est ça? Alors, il y a trois fonciers dans le périmètre de la PPA, donc le périmètre blanc là. Il y a Ouais, trois fonciers qui potentiellement pourraient être disponibles pour relocaliser une partie des emplacements. Est-ce que vous voyez ma flèche là? Ouais. ouais, Donc, il y aurait possiblement une parcelle qui serait par là. Il y en a une autre qui est là. Et une troisième qui se situe par là, je crois. Voilà, ici, là. Par ici, là. Non, c'est pas là. C'est pas là. Ça doit être par là. Non, sous la zone. Sous la zone Le problème, c'est que la superficie est pas très importante. On a fait un calcul, on ne peut pas mettre plus de 200 emplacements, alors que sur le long terme, on va en perdre autour de 500. Donc, ça, c'est un vrai sujet. Que les terrains, ils sont pas sexy. Il y en a un qui est ouais. à côté de la future station d'épuration, par exemple. Donc, c'est vraiment de la merde. Et ce qui est compliqué, c'est que la limite de la PPA, vous avez l'autoroute hein, qui est là, le jaune là. Et puis, vous avez la voie ferrée qui est en Hmm. rouge là. Donc, c'est pas, ça va être très, très compliqué de relocaliser à cet endroit-là. Moi, je suis persuadé il y aurait plus d'intérêt à relocaliser à l'extérieur de la zone du PPA. Hmm. J'ai repéré des coins là qui sont par ici,
Et puis par là, qui sont vraiment super sympas parce qu'on est un peu en hauteur, il y a pas mal de verdure, on a la vue sur l'océan et tout, ça ferait des beaux trucs. Mais tout ça, c'est des zones agricoles. Donc on peut Ouais. très bien dire, on pourrait le mettre là, sauf que c'est des zones agricoles, qu'avec le ZAN, avec le changement d'affectation, c'est de plus en plus compliqué. Et moi, je pense que d'un point de vue purement administratif, ça sera quasiment impossible de relocaliser parce on veut manger du terrain agricole. Et ça, enfin, par les temps qui courent, on savait très bien que c'est juste impossible, hein. Donc, Oui, enfin, je peux intervenir? oui, oui, Ouais, je t'en vas-y, prie. Philippe. Oui, enfin, oui, je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, mais je pense vraiment que toute la bande du PPA qu'on voit, là, ça fait à peu près 1 kilomètre de largeur, j'ai l'impression, entre le littoral et la fin de la bande. Ouais. Toute cette zone-là, à chaque fois qu'un camping disparaît, on peut considérer que c'est remis dans la nature, donc c'est Oui, c'est un cas renaturé. Après, ça va être renaturé. de compensation qu'on Ouais. évoque parfois du côté en utilisant le ZAN. C'est Oui, ça que je veux dire. oui, oui, je comprends. Euh, alors, c'est sûr que déjà dans les premières esquisses du plan guide, tous les campings qui vont cesser leur activité, toutes les zones qui sont soumises au retrait du trait de côte vont être renaturées. La question, pour l'instant, qui n'est pas encore résolue, c'est les aspects juridiques. C'est-à-dire, est-ce que les propriétaires vont être expropriés? Est-ce que les collectivités, les pouvoirs publics au sens large vont faire une DUP et vont les indemniser un petit peu et vont prendre la propriété pour Mhm. pouvoir gérer ça? On regardait avec le Conservatoire du littoral, mais le Conservatoire du littoral, il a plus de ressources pour racheter du foncier maintenant. Donc ça va être quand même relativement compliqué. Euh, voilà, la compensation, elle est aussi liée au futur statut juridique en fait du foncier. Et ça, c'est pas évident qu'il y ait des solutions qui soient trouvées. Alors, la collectivité a fait un PPA, donc un plan partenarial d'aménagement, parce que en faisant, en inscrivant cette réflexion dans un PPA, on peut avoir des mesures dérogatoires sur le PLU, sur toutes les règles, on va dire, foncières ou, euh, ou les règles par rapport aux ânes, etc., à l'intérieur du périmètre du PPA. C'est pour ça qu'ils focalisent là-dessus, parce qu'ils savent qu'ils vont pouvoir avoir des mesures dérogatoires qui vont peut-être leur permettre de créer de nouveaux établissements dans ce secteur-là, mais pas à Est-ce que, l'extérieur. Voilà. Et c'est là où est-ce que, pardon, est-ce que oui. dans cette zone de PPA, justement, la dérogation s'applique aussi par rapport à la loi littorale? Parce qu'il y a aussi des complications quand on applique la loi littorale. Alors, il y a des dérogations à la loi littorale, mais j'en connais pas le détail encore pour l'instant. Parce qu'en fait, le problème, c'est que ici, là, sur la plage des Romardis, à cet endroit-là précisément, vous avez deux restaurants au bord de mer. Vous en avez un autre ici. Vous en avez un qui est à l'intérieur du camping, là, qui est en zone de submersion, avec piscine, etc. Et puis ensuite, ici, vous avez un bar-restaurant aussi. Et là, vous en avez trois, dans une espèce de valeuse là, qui descend à la plage. Donc, c'est sûr que pour les restaurants et les bars en particulier, et même pour une école de surf, puisqu'il y a une école de surf aussi là à Mayarco, euh, si vous n'êtes pas localisé proche de la plage, ça ne sert à rien de faire votre business, hein. Au début, la collectivité disait, oui, mais tous ceux qui sont là, on va les relocaliser là, là où il y a le point jaune là. Bah non, les gens qui sont à la plage, ils vont pas se taper 300 ou 400 mètres à pied pour aller boire un coup, quoi. Mhm. Donc il y a toute une problématique pour voir comment on peut petit à petit créer des modules. Moi, j'ai réfléchi un petit peu à ça déjà parce que j'ai vu ça ailleurs dans d'autres pays, notamment dans les pays nordiques et en Californie, où en fait on crée des structures modulaires en bois, ou comme les concessions de plage sur la Côte d'Azur où vous démontez en hiver et vous remontez après dans la situation dans laquelle se trouve le lieu. Donc, c'est des constructions ossature bois saisonnières, en fait, où on peut mettre ça éventuellement sur des petites poches de parking qui sont au bord de l'eau.
mais qui vont être dès l'année prochaine, je crois, supprimés. Le stationnement va être supprimé à ces endroits-là. Parce qu'il y a des stations, il y a des stationnements relais qui ont été construits. Il y en a un qui est, que je dise pas de bêtises, qui doit être pas loin de la nationale, elle est où? Elle est par là. Donc, il y a des stationnements relais qui sont été construits par là. Il y en a un autre qui a été construit, je crois, par là. Et ce qui fait que, ensuite, il y a des navettes qui ont été mises en place pour amener les gens, etc. Aujourd'hui, les parkings relais, ils ne sont pas du tout utilisés. Les navettes sont vides, mais parce qu'il y a encore des poches de stationnement sur la bande des 100 mètres qui vont être supprimées petit à petit. Voilà. J'ai encore une Philippe, question. est-ce que, Je suis est-ce- désolé. Philippe, Par rapport à la submersion, donc les cartes représentent, si je comprends bien, en bleu foncé les parties qui vont être submergées par la mer carrément en Ouais. 2100. Ouais. L'autre carte, l'autre trait bleu clair nous représente le trait de côte supposé en 2043. Oui. Alors pourquoi est-ce que les prévisions s'arrêtent en 2100? 2100, c'est dans 75 ans. Ça peut paraître loin à l'échelle humaine, mais si on regarde derrière nous, c'est 1950. La date où toutes ces opérations ont été anticipées, ont été un peu lancées sans du tout réfléchir à la montée des eaux. Est-ce qu'en 2100, le phénomène s'arrête ou est-ce qu'il continue? Pour moi, il continue encore pendant des siècles et des siècles, en fait. Ah Donc, ouais, pourquoi c'est est-ce clair, qu'on hein. prend cette base de 2100 en fait? Ben, c'est ça, je pourrais pas dire justifier. Nous, en fait, le BRGM a fait l'étude à 2043. Il était censé nous livrer en février une étude du trait de côte à 2050 et une à 2100. Et bah, ils n'ont pas fait le job, pas encore en tout cas. Et donc nous, dans le groupement, on a une boîte qui s'appelle Hydratec qui a fait une modélisation à 2100. Là, c'est pas sur cette carte-là, hein, mais ça va beaucoup plus loin, effectivement, hein. Ça veut dire que en 2100, toute la partie sur Aéromardi là, sera sous l'eau, là, sauf la colline qui est là. Et puis là, on est sur une autre colline, mais toute la partie avec le lit de la rivière, là, il sera parti. Ça va venir quasiment jusque-là. Ici, ici, le trait de côte, je ne me souviens plus où il est, mais en tout cas, sur Mayarco, en gros, toute cette partie-là, elle va partir. Donc, on a un, deux, trois, quatre, cinq campings qui vont être menacés. Et nous, on nous a demandé à réfléchir 2050-2100. Parce que le BRGM s'était engagé au moment de la signature du PPA à fournir les retraits du trait de côte à ce moment-là. Sauf qu'on ne les a pas eus. Donc nous, on a fait les simulations sur 2043 en fonction du travail qui avait été fait en 2018 là, par le BRGM. Et là, ben, on travaille sur les simulations à 2100 faites par Hydratec. Voilà, c'est tout. Philippe, Oui. c'est une étude assez exemplaire. Est-ce qu'il y en a beaucoup qui ont démarré en France de ce style? Enfin, on a l'impression quand même qu'il y a énormément de villes qui vont être concernées sur les côtes. Est-ce Oui. que c'est quelque chose qui a déjà démarré un peu partout? Ou est-ce que c'est... Alors, pas un peu partout, mais en Nouvelle-Aquitaine, pas mal. Euh, il y a eu Lacano, il y a Lacano qui démarre là, cette mission-là, de façon identique. On avait candidaté avec le même groupement, mais on n'a pas été pris. C'est un autre, je crois que c'est Artelia qui a été pris sur Je pense Lacano. qu'il y a peut-être pardon, Il il y y a a peut-être des aussi, communes qu'on. Oui, il y a aussi une autre station dans l'estuaire de la Gironde qui a lancé cette mission l'année dernière. Je sais qu'il y en a une autre de mission qui est en finalisation. Moi, j'étais pas dessus, mais c'est CETEC qui pilotait ça sur Agon-Coutainville, tout le secteur de Agon-Coutainville dans le département de la Manche. Euh, il y a des études qui ont été faites sur le retrait du trait de côte, mais sur les PPA, comme ça, il n'y en a pas beaucoup encore qui ont démarré. Il y en a une qui a démarré, je crois, je ne sais pas si c'est sur les Tantaux Hmm. ou enfin c'est en Méditerranée, mais en Languedoc-Roussillon, là. Euh, Parce que les Tantaux, ça craint, hein. Enfin, moi, j'y ai travaillé sur d'autres sujets dans les Tantaux. Parce que là, si jamais la digue, enfin le
le bras qui ceinture l'étang de ton côté mer cède, c'est compliqué. Ça va être compliqué pour la ville de Sète, ça va être compliqué pour toutes les communes qui sont à l'intérieur. Euh, à Metz, par exemple, ou des endroits comme ça, ça va être chaud, hein. À Metz, il y a un village de vacances qui est sur la plage, par exemple, que j'ai audité au début de l'année dernière. Bon, si ça monte de 70 centimètres, là, c'est fini, hein. Le village de vacances, il n'existe plus, hein. Et alors qu'il y a un projet de 9 millions d'euros d'investissement pour le remettre à niveau, quoi. Alors, il y a le ministère de l'Environnement qui a lancé une mission accord cadre pour auditer des campings qui sont sur 22 communes du littoral français. Bon, j'avais postulé, j'ai pas été pris, mais c'était un appel d'offres qui a été lancé, que je ne dise pas de bêtises, au tout début de cette année-là. Non, c'était en novembre l'année dernière. Et donc là, il y aurait un travail un peu identique à faire sur 22 communes, mais en fait, il y en a 122 qui sont concernés par le retrait du trait de côte. Donc, euh, ça débute là, en fait, les réflexions vraiment pour trouver des solutions opérationnelles débutent. Le problème, c'est que ni les assureurs, ni l'État, ni les collectivités territoriales veulent mettre le doigt dans l'indemnisation. Et moi, je pense que tous ces gens-là, ils vont se retrouver, comme on dit chez moi, la main devant, la main derrière, hein. Et ça va être très très compliqué parce que l'attractivité de l'hôtellerie de plein air, c'est plus on est proche de l'eau et plus c'est rentable. Plus Mm. on s'éloigne, moins c'est rentable. Donc s'il n'y a plus de place pour faire des campings au bord de l'eau, la capacité d'accueil en hôtellerie de plein air, qui est quand même un des avantages concurrentiels national très très important, hein. Il y a plus de campings en France qu'au Portugal ou en Espagne, hein, il faut le savoir. Bah, on va perdre un avantage concurrentiel pour toutes les clientèles de l'Europe du Nord. Euh, et ça, je ne vois pas comment on va pouvoir trouver des solutions pour avoir des campings en zone rétro-littorale qui soient suffisamment intéressants. Pour faire un Je- camping, pour faire un camping rentable, il faut au moins 150 emplacements. Et pour faire un camping qualitatif sur 150 emplacements, il faut avoir au moins 4 hectares. Là, par exemple, les campings au bord de l'eau, il n'y en a pas un qui fait plus de 2 hectares et demi, hein. Et Mm. les gens sont empilés comme des sardines là-dessus, quoi. Justement, je me permets d'intervenir. Axel Von Ardel, bureau d'études à Daré. Moi, je travaille sur des problématiques d'adaptation au changement climatique. Et c'est vrai qu'en fait, moi, je m'interroge, je pose une question un peu ouverte, hein. Est-ce que, quelle est la vocation à terme de ces territoires-là qui sont très orientés sur une économie touristique? Et on voit bien que ce que vous avez expliqué, c'est très compliqué en fait Ouais. de maintenir cette activité touristique-là. Et peut-être qu'à un moment donné, la question, c'est de se dire, est-ce qu'ils ont toujours vocation à être des communes touristiques? Et donc, finalement, d'avoir des campings de plein air. Alors, je comprends tout à fait, hein, c'est l'attractivité nationale, le tourisme. On est le premier pays visité au monde. Euh, mais est-ce que, voilà, à terme, se dire, ces territoires-là, leur économie principale, ça va pas être le tourisme, et donc réorienter vers une économie plus locale. Voilà, on parlait d'agriculture. Voilà, je sais pas forcément de solution, mais de se dire, pas insister pour arrêter d'insister de mettre des campings au bord de mer parce que, en fait, c'est un puissant fond. Et ça, c'est tout le sujet dont tout le monde parle actuellement, du surtourisme, etc. et tout. La vraie question, c'est les gens qui veulent aller en vacances au bord de la mer, vous allez les mettre où? Parce que les gens voudront toujours aller en vacances et voudront toujours aller au bord de la mer. Oui, mais Donc la vraie question, elle est là. Alors, s'il n'y a plus d'offres, mais que la demande est toujours là, bah, les gens, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller ailleurs, là où on prend moins de précautions avec ces problématiques-là. Et oui, oui, c'est ça De vraiment toute la façon, question, hein. l'offre mais de et toute la façon, demande, ailleurs, l'offre et l'offre. n'importe où ailleurs dans le monde, ce sera le même problème, hein. Bah oui. Toutes les côtes vont être bouleversées, de toute façon.
Oui. Oui, c'est sûr. Camille, tu voulais intervenir aussi? Non, non, c'est un peu pour compléter cette question, c'est-à-dire par rapport à la demande de votre maître d'ouvrage sur cette question d'impact, est-ce que cette question qu'on est en train d'aborder, elle est posée, c'est-à-dire mutation économique, mutation, enfin impact de ce changement, de cette mutation géographique, territoriale, évidemment qui pose les questions que tu dis, Philippe, sur l'indemnisation, enfin voilà, l'impact sur ceux qui ont une occupation dans ce territoire, mais voilà, impact sur l'activité de la commune. Est-ce que ça, c'est dans la demande ou pas du tout? Ah ben, moi, je l'ai fait, j'ai fait le calcul, hein. Je me disais, j'ai fait des Oui, dans la simulations vocation. en fonction du nombre d'emplacements qui disparaissent. Ça fait quoi en dépenses en moins des touristes sur la commune, dans les restaurants, dans les loisirs, dans les visites, dans les stations-service, dans les supermarchés, etc. Donc ça, c'est à peu près 80 millions d'euros par an, hein. Et le chiffre d'affaires la perte en chiffre d'affaires des campings à 2043, ça serait autour de 8 millions pour un chiffre d'affaires total de 22 ou 23 millions. Donc on voit bien que c'est un tiers du chiffre d'affaires des campings qui va disparaître. Et la taxe de séjour que collecte la collectivité sur ces emplacements qui n'existeront plus, c'est autour de 70 000 euros en moins par an. Donc l'impact, on le connaît, hein. On le connaît, il est énorme. Après, est-ce que le territoire, il est en capacité à développer d'autres activités? Ah. Moi, j'en suis Si je peux me permettre assez sceptique, de hein. participer, je ne sais pas si vous m'entendez bien. Oui, vas-y, Oui. Thibaut. Je trouve qu'en fait, on touche du doigt là, dans votre étude qui est super intéressante. En fait, on touche vraiment du doigt l'adaptation forcée en fait, d'un Mmh, territoire au changement climatique. mmh. Et ça apparaît pas encore tout de suite sur d'autres sites, mais là, c'est un exemple en fait, qui montre qu'on est encore dans une stratégie malheureusement de résistance, quoi. Enfin, là, ce que Ouais. vous dites, c'est on cherche des emplacements pour des campings, on cherche à s'adapter et à résister en fait à cet aléa, mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, en 2100, il y a forcément une adaptation qui va être nécessaire. Donc en fait, la question, c'est plutôt quand et comment. Et moi, je rejoins ce qui a été dit juste avant. Je trouve que la vraie question, c'est pas tant comment on fonctionne d'ici à 2040, c'est comment on s'adapte concrètement et comment on fait muter l'ensemble de ce site et muter l'ensemble de la Bah, vocation en fait, économique du lieu, en fait. les urbains paysagistes là, qui travaillent sur le plan guide, pour eux, à horizon 2100, il faut que l'intégralité de la bande littorale devienne un parc maritime. C'est-à-dire, Ouais. en gros, hein, tout le foncier qui est entre le point jaune qui est ici, que vous voyez sur les Romardi, là, et ce point-là et la voie ferrée, là, d'accord, tout ce secteur-là, ça devient un parc maritime. C'est-à-dire que au fur et à mesure que les activités disparaissent, on renature et on Ça n'implante plus paraît rien. assez évident au final. D'accord? Donc, moi, je leur ai dit OK, mais il faut pas, il faudra dire que Mm. à l'origine que le plan guide, le scénario parc maritime, donc voilà, ça veut dire plus de tourisme, plus de camping là-dessus. Ouais. Donc le Voilà. sujet, c'est aussi la mutation de cette économie tourisme, en fait. Enfin, mais c'est aussi comment ça se transforme ou comment ça s'adapte. Parce que oui, on peut dire qu'on va changer d'économie, mais le sujet, c'est aussi comment tu l'adaptes au fur et à mesure. Et moi, ce que j'avais en tête, c'est aussi que les territoires d'outre-mer, aujourd'hui, ils ont un tout petit peu plus une longueur d'avance que les territoires métropolitains sur cette réflexion. Parce que quand je vois ce qui a été adopté à Saint-Pierre-et-Miquelon ou même en Martinique sur certains territoires de Saint-Pierre, euh, on voit aussi que, il y a des logiques un peu d'avance de phase sur ces territoires-là. Bon, après, ils ont plus de moyens donnés par l'État aussi sur ces sujets d'adaptation. Mais on voit bien que ça va revenir enfin, ça va arriver en flèche en métropole, quoi. Alors là, on est sur un territoire où, par rapport à l'hôtellerie de plein air, hein, les enjeux financiers, ils sont pas, ils sont importants, mais ils sont pas énormes. Mais moi, je suis originaire d'un petit village, un petit port de pêche qui s'appelle Saint-Tropez, où sur toute la presqu'île, en gros, entre Sainte-Maxime et Cavalère,
vous avez des campings comme ça aussi, etc. et tout, et où les enjeux financiers, parce que le foncier, il est presque 4, 5 fois plus cher que là au Pays Basque, qui sont encore plus importants. Et forcément, il y a des, les mecs des campings, là, ils me disaient, mais nous, ben, on sait qu'un jour ou l'autre, ça va tomber, mais moi, en 2100, je serai mort. Mm. Et tant que je peux exploiter et faire du blé avec mon truc, je continue à en faire. Voilà, hein. La question, elle est là. Après, voilà, c'est comme Keynes, il disait, dans le long terme, on sera tous morts. Et donc, ça sert à rien, de tirer des plans sur la comète. Au niveau économique, hein, je parle. Hein. Je parle pas. Je Ouais. je vais pas à l'encontre de ce que vous Ouais. venez, de ce que vous venez d'évoquer. Ouais, Mais moi, Ouais, j'ai l'impression sur les territoires de montagne, les stations de ski, ouais, voilà, ils ont exactement exactement. les mêmes logiques, bah oui, mais ils pensent Exactement. pas à ceux qui vont arriver après, quoi. c'est Exactement. ça. Bah, Mais bah, c'est exactement je vous sur les donne stations de ski. je vous Vas-y, donne un vas-y. petit exemple. Un petit exemple. Si après on a le temps d'aller sur le sujet suivant, mais j'ai fait plusieurs volets de Scott, volets tourisme de Scott, et dont 3 en montagne. Un sur Briançon, Serre-Chevalier, un sur toute la Maurienne, les 17 stations de la Maurienne, et un sur le Chablais, c'est-à-dire Thonon, Mm. Évian, la partie littorale du lac Léman et toutes les stations des Portes du Soleil. Donc j'ai fait ça il y a 2, 3 ans. Et quand on a fait le DO du SCOT de la Maurienne, moi, je leur avais fait des projections en matière d'évolution des investissements sur l'hébergement. Et je leur avais fait je leur avais donné des recommandations. Je leur ai dit, ne faites pas des UTN, unité touristique nouvelle. Si, Mm. pour ceux qui connaissent les SCOT, Mhm. ils savent ce que c'est. C'est la loi montagne. Ne faites pas d'UTN sur les domaines skiables et sur les remontées mécaniques parce que vous allez vous faire exploser. Et ne travaillez pas sur développer les lits, mais sur requalifier les lits qui existent. Ils m'ont pas écouté, le syndicat de la Maurienne, et ils ont fait quasiment que des UTN sur l'extension des domaines skiables, Et la les création de stations de ski, ouais. téléphériques pas possible, enfin Mhm. bref, etc. Et tout. Et ben, le SCOT a été annulé là. Annulé. Ouais. Mm. Il a été Ouais, j'étais annulé, hyper choqué, mais ouais. annulé pour ces raisons-là, c'est-à-dire pour les questions touristiques, mais aussi tout le reste a été annulé, alors qu'au niveau agriculture, tout ça, il y avait un gros travail qui a été fait et qui était. Donc, la procédure complète du SCOT a été annulée pour ces raisons-là, parce que même les élus, ils ne veulent pas entendre parler, ils veulent continuer à développer des remontées mécaniques alors qu'il n'y a plus de neige. Et qu'on le sait qu'en 2035, il n'y aura plus de neige, on ne pourra plus à faire la garantie ski en dessous de 1750 mètres. Il n'y aura Ouais. plus de garantie ski en dessous de 1750 mètres. Et, Alors, et puis, il y a une logique aussi, parce que vous disiez sur le fait, bah, en fait, on exploite le site au maximum tant qu'on peut. Mm. Et en fait, sur le territoire de montagne, c'est un peu ça. C'est-à-dire, bah, Bah on oui. sait très bien que la clientèle de montagne, c'est une clientèle plutôt aisée, et que ça a de plus en plus ça, et qu'aujourd'hui, bah, les stations de ski, elles s'orientent vers une clientèle, c'est même plus du CSP++, c'est du très riche, Du très riche, ouais. avec, voilà, Bah, et en quand on fait, voit les bah, hôtels, il n'y a voilà, plus que des hôtels 4 et 5 étoiles c'est qui ça, sortent en on a peut-être montagne. 4 étoiles, voilà. Je vois des projets où bah, il y a des parkings chauffés pour les voitures, Voilà. pour pas que les voitures soient déneigées. Donc voilà, on est sur ce genre de choses parce que bah, ils se disent, bah, on a encore 20 ans d'exploitation, si on exploite les très très riches, bah, on va faire beaucoup d'argent, quoi. Voilà, c'est ça. Il y a un déni complet. Ouais, ouais. Je trouve sur les stations de ski, il y a un déni complet de ça. Et en Et fait, on se c'est. trouve avec des communes mm. alors, je pense sur Saint-Jean-de-Luz, enfin, je connais un peu moins le littoral, mais je pense qu'il y a plus de perspectives. On se trouve sur des communes de montagne où ça fait 30, 40 ans qu'ils font que du tourisme. Et en fait, ils ont développé aucune autre économie. Et en fait, c'est des communes de montagne qui vont s'écrouler littéralement le jour où il y aura plus de stations de ski, donc qui Ah, il vont va être y avoir un désertées. deuxième Il va y exode avoir un rural, hein, ça c'est abandon, clair. voilà, Hein. il va y avoir un abandon de territoire. Voilà. Et donc, comment bah, on se pose la question de bah, ces territoires-là, quelle économie on leur donne, ou moi je suis même en train de poser la question, est-ce qu'à un moment donné, ces territoires-là ont toujours vocation à être habités, ont toujours vocation à être des espaces anthropisés en fait. Ouais, c'est une bonne question. Mais en fait, moi j'ai vécu une dizaine d'années à Briançon dans ma jeunesse. Donc je connais très bien toutes ces problématiques de montagne comme ça parce que j'ai encore beaucoup d'amis là-bas et qui ont été élus locaux, etc. En fait, c'est la question de la rentabilité.
C'est-à-dire que aller passer ses vacances d'été à la montagne, mais c'est génialissime. Pour faire de la randonnée, pour faire du vélo, euh, pour aller se baigner dans les lacs, etc. Enfin, il y a plein de trucs super. Le problème, c'est que les clients qui viennent là, ils ont un niveau de dépense journalier qui est 10 fois inférieur à celui des gens qui viennent skier. Et donc, voilà, le problème, il est là, c'est qu'il y a des alternatives. La montagne l'été, c'est aussi un bon produit, et ça le sera d'autant plus que sur la partie méditerranéenne, avec la chaleur, etc., le réchauffement climatique, ça deviendra de plus en plus compliqué pour certains types de vacanciers d'aller en vacances dans des zones quasi désertiques, hein, il faut dire les choses comme elles sont. Euh, mais ça, les gens de la montagne, ça ne les intéresse pas parce que c'est des gens qui n'ont pas de fric. Voilà. Et c'est dommage. C'est bien résumé. Peut-être, peut-être on peut essayer de, enfin, si vous êtes OK tous les deux, on peut essayer de passer sur le cas de François, sur la logique, tu vois, des changements d'usage sur la base de loisirs. C'est ça, François, la base de loisirs Oui, de oui. Bordeaux. Et comme ça, après, ça nous permettra de revenir sur les logiques d'échelle. Parce que je trouve que ce qui est important, c'est qu'on voit aussi que le sujet, il est quand même sur la manière dont les gens enfin, les clientèles vont savoir évoluer ou pas aussi sur leurs pratiques touristiques. Enfin, c'est quand même un des enjeux majeurs de tout ce qu'on est en train de dire, quoi. Franck, j'avais juste une question pour Vas-y. poser à Philippe. Ouais. C'est qu'à ce stade, maintenant, la collectivité, elle fait semblant ou elle veut vraiment agir? Parce qu'en t'écoutant, grosso modo, c'est indemnisation ou pas indemnisation. Bah, moi, je pense que ça, c'est le vrai sujet. Si tu discutes avec un groupe, je sais pas, Utopia, je prends pas Utopia, c'est pas un bon exemple, mais Sandaya, par exemple, ils ont des campings. Eux, ils savent très bien que, comme ils s'appuient sur des fonds d'investissement, ils ont 7 ans pour faire du blé. Après, le fonds d'investissement vend, et ils rachètent à un autre, etc. Donc, eux, ils sont dans une logique capitalistique où ils doivent rentabiliser sur le court terme. Le jour où ils peuvent plus exploiter, ben, ils arrêtent d'exploiter et ils vont ailleurs. Parce que, ils ont 100 millions ou 80 millions d'investissements à faire en 7 ans. Et donc, ils le font là où ils prendront le moins de risques et où ils auront le plus de cash. Par contre, avec ces petits exploitants individuels, là, c'est compliqué parce que c'est leur vie qui est là. C'est leur racine, c'est leur vie et c'est leur patrimoine à transmettre et c'est leur patrimoine pour leur retraite. Donc, eux, ils vont se retrouver sans rien. Et je pense que la logique d'indemnisation avec ces gens-là, elle serait juste parce que, voilà. Mais en gros, hein, les collectivités, je discutais avec un conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine qui est président de la SEM d'aménagement tourisme, qui prend des participations sur les grands projets touristiques au niveau régional. Et il me disait, mais nous, on va attendre qu'ils crèvent. On va attendre que le terrain perde 50 ou 70% de sa valeur, et on va les indemniser sur 30%. Au pire, au mieux, on les indemnisera sur 30%. Au pire, ils n'auront rien du tout. C'est ça la stratégie des collectivités et de l'État aujourd'hui. Donc, moi, honnêtement, je pense que ça, Par c'est rapport une au... Ouais. grosse saloperie pour des gens qui travaillent et qui ont sué sang et eau pour faire ce qu'ils ont fait et qui ont contribué au développement économique des stations. Maintenant, bon, voilà, hein, les collectivités, elles font pas de sentiments et elles s'en foutent en fait des entrepreneurs, hein. Il faut bien dire les choses comme elles sont. Et plus l'entreprise est petite, plus elle est familiale, plus on s'en fout. Parce qu'ils vont faire quoi? Si vous avez un groupe comme Sandaya qui a 50 campings, qui a un des fonds d'investissement les plus importants à ses côtés, ou MMV en montagne, dont l'actionnaire principal est la Compagnie des Alpes, si vous ne les indemnisez pas ou que vous ne les mettez pas bien, là, vous risquez d'avoir des problèmes quand vous êtes une petite collectivité. Mais avec des propriétaires de camping privés, petits comme ça, bah non, hein, ils vont se faire écraser comme des merdes, hein. Et moi, je trouve que c'est dommage.
C'est dommage pour les entrepreneurs, c'est dommage pour le territoire, parce qu'on perd aussi l'identité touristique hein, avec ce genre de disparition. Puis on perd aussi une certaine idée des vacances pour la demande. Les vrais campings basques qui sont là. Si vous voulez aller dans un camping-club où c'est pareil en Méditerranée, en Espagne, au Portugal ou sur la côte atlantique, vous n'allez pas là. Donc ça, c'est compliqué, quoi.